Et eux, ils font le... C'est le déluge. Ok. Ok. Bon, ben, c'est un test de contreventement de ce bâtiment. Hein? Et le CSD, il fait aussi contreventer. Nous sommes sur le chantier participatif des collines avec Tom Raven à Saint-Dié-des-Vosges et nous allons présenter ce type de construction. Peux-tu te présenter? Bon, ben, c'est bien présenté, même la prononciation. Ah, Tom super. Raven. C'est un peu compliqué. Hein. Comme on se trouve en France, on peut dire Richevin, hein, ça j'ai compris. Richevin. Ouais, ouais. Ok. Et bon, c'est pas par hasard, on a un verre là, parce qu'on va tomber dans le deuxième canicule déjà de cette année. Et c'est une des raisons, moi je construis avec la paille. Parce que le canicule, c'est pas par hasard, il est là, à mon avis, hein, parce que c'est tout un truc qui est en train de changer en France, en Europe, partout dans le monde. Bon, changement de climat, on s'appelle ça. Mais une des raisons, c'est qu'on produit trop de CO2 et tout ça. Et dans la construction, il y a un des gros ennemis de ça, pour dire qu'il bouffe beaucoup, produit beaucoup de CO2. Hein. En particulier le ciment, bon, on connaît tout ça. Donc la construction a une grande place sur l'impact sur le climat. Je l'ose dire, si aujourd'hui la France construit que avec la paille, ce problème est résolu. Et est-ce que c'est possible? Oui, avec cette technique, sûr. Mais déjà, la France est le producteur de l'Europe ouest de la paille. Si on prend la production de 1 an, on peut construire 3 fois plus de bâtiments que France produit ou construit par an. Pour dire, avec tout le bâtiment qu'on construit aujourd'hui, si on construit que avec la paille, on n'a besoin qu'un tiers de récolte de cette année. Donc seulement avec un tiers des récoltes de paille, on peut construire tous les nouveaux bâtiments ou ça inclut la rénovation? Non, pas la rénovation. Pas la rénovation. Bah, c'est déjà oui. assez... Là, encore un tiers. Bon, ça, je ne sais pas exact. Okay. Mais pour dire, le produit est là. On construit en plus avec la terre. Bon, heureusement, la terre est encore partout en France. Oui. Et argileuse, parce que ça, on a besoin dans la terre. Pour dire, les ingrédients sont là. Donc, paille et terre. Oui, tout simplement. C'est paille et terre, c'est simplement ça. Et dans la bonne combinaison, là, on a en plus le meilleur produit qu'on peut faire comme maison. Parce que l'homme a besoin d'une maison qui respire, hein, qui n'est pas trop fermée. C'est comme un sac plastique autour. Non, il doit respirer. Et une maison en bois de paille et la terre, il peut respirer. Le moment où on fait une couche ou à l'extérieur ou à l'intérieur, avec le ciment par exemple, là on bloque tous. Ça veut dire qu'il ne respire plus et on va étouffer à l'intérieur. Donc tout ce qui est circulation d'air, humidité est géré par la paille ou c'est seulement l'humidité? Oui, c'est aussi l'humidité. Ça veut dire le parti argile, terre, règle spontanément. Je n'ai pas besoin d'un humidificateur. Parce que c'est lui qui produit ou il stocke. Si c'est trop, par exemple, pour moi, chez moi, ou si moi je construis obligatoirement dans la cuisine et dans la douche ou dans la salle de bain, c'est minimum, la moitié de surface doit être en terre. Et je préfère le plafond en terre. Donc on a une première qualité, c'est l'impact écologique. Une deuxième, c'est la gestion de l'humidité. C'est un très bon isolant. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter encore aux terres paille? Par exemple, la nuit, ce soir c'est prévu entre 10 et 12 degrés quand même, c'est pas mal pendant la canicule. Et qu'est-ce que je fais? Je ouvre mes fenêtres et le fraîcheur entre. Il est stocké dans ma couche
ça s'appelle la couche de corps, qui est 3 cm. C'est la plupart de la Couche Terre. de corps qui est de la Terre, ouais. Oui, ça veut dire il crée, ça c'est une couche que j'appelle masse thermique. Ouais. Il peut stocker chaleur et fraîcheur. Le matin, je ferme la maison et la fraîcheur reste parce qu'il est très bien isolé. Et avec cette couche de corps, il fonctionne en plus comme stockage de fraîcheur. Donc en pleine canicule, on n'a pas besoin de climatiseur, même en ayant des bonnes ouvertures. Ça, j'ai un repère d'un village que j'ai travaillé en Australie. Okay. Vraiment un endroit avant tout le canicule qui arrive, mais c'était aussi pour l'Australie vraiment un de plus chaud. Et déjà avec ce principe, ouvrir et fermer le bon moment, il a une différence de température pendant aussi la journée de 10 degrés. Okay. Ça veut dire si c'est 30 dehors, tu es dedans 20 degrés. Et ça c'est pour le sentiment que tu sens comme l'homme, hein, c'est beaucoup. Hein. Et comment en es-tu venu à la paille? Étais-tu déjà dans la construction? Comment tu as découvert et où? Oui, bon, j'étais pas du tout dans la construction. Ok. J'étais dans la musique, j'étais dans le massage, j'étais au niveau dans un quartier à Amsterdam pour aider les gens avec des problèmes au niveau de location et tout ça. Mais un jour, j'ai parti en vélo. J'ai fait un tour du monde et là, je suis tombé sur un centre, je peux dire, une sorte d'éco-village, mais qui fait des recherches. Et je parle de l'année 80 aux États-Unis. Okay. Et ça, c'était ils sont aussi déjà un magazine avec 1 million d'abonnés. Et tu peux acheter déjà dans l'époque dans des grandes boîtes comme tout ça. Hein? Okay. Tu fais pas de pub, hein, mais bon. Oui. Et eux, ils sont ces centres. Bon, j'étais à un moment bénévole. Et eux, ils inventent, ils construisent avec terre, paille. Il fait le pisé, il fait le bas cordé, il fait toutes ces techniques. Mais ils essaient d'avancer là-dedans. Bon, ils sont une très petite machine, cette taille, et ils sont faits de prendre l'eau le plus haut de colline, et ça, il tombe de goutte à goutte, qui tombe sur une chose comme ça, comme un moulin. Okay. Ouais, que ça, cette format. Et là, il nourrit une batterie et ils sont faire une boîte à l'intérieur bien isolée, et ça, c'était le frigo. Okay. Et là, une machine là-dedans, que ça. Ça veut dire qu'il marche sur le goutte à goutte, qui est toujours parce qu'il a pour alimenter son frigo, il faisait un système hydraulique. Ok. Ouais. Bon, bref, je n'ai pas fait d'autres choses quand je suis rentré en Hollande. Mais ce moment, un jour, j'étais en été animateur dans un camping ici dans la Vosges. Okay. Et à la fin de saison, j'ai plus il ne voudrait plus rentrer à Amsterdam parce que c'était toujours de concurrence vraiment au ce niveau-là. Et j'ai appelé le propriétaire de chantier où j'ai fait comme bénévole déjà 2 semaines. Et je viens et je suis resté là 1 an. Et là, il y en a quelques murs qui sortent et il m'a dit, Tom, tu fais comme tu veux. Et là, j'ai attendu par un livre qui était un des premiers livres sur la construction botte-paille. J'ai dit, bon, je vais essayer ça. Et je me rappelle, c'était un mur en terre-paille et je dois sortir. Mais comment j'ai fait la connexion? J'ai pris celui-là, une baguette, 3 par 4, et j'ai fait un pointu. Okay. Et j'ai piqué dans le mur. Juste ici, c'est bon, ça c'est la botte. Elle était posée comme ça. Ici, c'est le mur. Et je vais sur une pente dans le mur. Okay. Et après, je presse comme ça. Tout le rang de botte qui était là. Et ici, j'ai fait une planche. Et je visse celui-là dans la planche, qu'il reste là. Ouais. Ça veut dire, la botte, il a compressé.
Donc il y a eu une compression qui s'est faite de manière verticale, juste Oui. avec le petit lito que tu as placé. Et parce que j'ai vissé ici, ouais. ils tiennent en permanence la compression. Okay. Et je me réalisais plus tard que la technique qui existe déjà tout au début, c'est des paysans qui construisent avec, hein, parce qu'eux ils produisent, et les paysans dans le siècle déjà, c'est eux qui construisent. Et eux utilisaient la paille en porteur. Et là, eux, ils construisent paille et porteur. Ça veut dire les bottes en quinconce. Il pose un arbre là-dessus. Ouais. Il fait des chevrons de chevronnage de toit. Et il attend 1-2 mois que le poids de toit qui tasse le mur. Donc fasse la compression. Oui, et ça c'est la compression. Ouais. Et eux, au moins, parce qu'ils poussent la botte, et eux, on dit on ne peut pas pousser plus, on arrête ça. Et là, tu as l'équilibre entre la compression et la tension d'autres matos qui fait ça. Okay. Et ça, un mur porteur, parce qu'il porte ça. Et un jour, un entrepreneur, il arrive, et ils disent, bon, ben, ça c'est génial, mais je ne vais pas attendre 2 mois, je fais tout de suite. Et il fait un sangle autour et il fait la compression sur place. Ça, et pourquoi il ne voulait pas attendre 2 mois que la compression se fasse? Parce qu'un entrepreneur, temps, c'est l'argent. Okay. Ça veut dire, aujourd'hui, en plus, presque aussi dans la haute construction, parce qu'il me demande toujours, Tom, combien de temps, ou dans combien de temps on peut faire ça et ça. Je me dis, ou l'importance, mais c'est plus important que tu apprends pour faire toi-même et après tu fais dans ton propre rythme. Hein? Parce que j'ai vu avec cette tension qu'il y a le moment où on va construire, ils ont pris un prêt de banque et là il va faire tous et dans le couple il a des tensions en permanence. Et que j'ai vu à un moment me réaliser que presque 1/3 de mes clientèles, après 2 ans, si ça prend plus de temps de 2 ans, ils se séparent. Ouais. Parce que c'est trop, ils se coupent de leur contact social, hein, parce qu'un ami qui vient aide un peu, après 3 week-ends, il ne vient plus parce qu'ils sont toujours que dans leur propre truc. Bon, bref, et ça, on peut faire autrement. C'est une raison, moi je n'ai pas commencé, c'est un truc, mais les gens me demandent déjà, Tom, qu'est-ce qu'on peut t'aider pour créer de stages en même temps avec une construction pour autoconstructeurs. Ouais. Et c'est ça qu'on fait ici. Dans l'époque, j'ai fait une association là-dessus. Et ça veut dire, moi, je ne suis pas entrepreneur, mais je suis formateur. Formateur. Et quelle est la différence au niveau du métier d'entrepreneur dans la construction ou de formateur? Bon, la différence, c'est le prix. C'est le prix. C'est pas que je voudrais faire le autoconstructeur autonome, sûr, parce que le moment, pour devenir autoconstructeur, tu dois être confiance dans le truc que tu fais. Et là, tu apprends en 3 semaines, on touche de A à Z. Et en même temps aussi avec des gens qui ne connaissent rien, mais il apprend en même temps. Ouais. Et lui ou l'équipe peut continuer avec le client, hein, il peut régler ça. Et à cette manière, on fait de plus en plus des gens autonomes pour construire. Bon, autrement, moi je dis le plus logique, mais devenir autonome. Et avec ça, tu peux régler le rythme de ta construction. Et en plus, et ça c'est une étape encore plus loin, cette forme de construction, bon, parce qu'au début, j'ai fait la construction que mur, et un autre la plupart qui interviennent pour le toit et pour le sol et tout ça. Et comme exemple, le menuisier qui pose les fenêtres. Et ils disent, Tom, 5 mm là, 5 mm là. Moi, j'ai fait ça quand même parce que c'est pas évident avec des bénévoles en plus. Et lui, il vient avec la mouche. Le polystyrène, ou comment ça? Oui. La mouche. Bon, c'est le pire de pire. Ça doit être interdit en construction parce que, et la paille à un côté, et à l'autre côté. Je me suis dit, on doit se faire autrement. Bon. Et petit à petit, il y avait des réflexions sur tout le bâtiment, pas que le mur et la paille, mais aussi la fondation et tout ça, en béton. Pourquoi? Maintenant, on a sur une fondation qu'on fait, c'est avec un pneu que je remplis avec
le gravier de cette taille. Et il peut peser, bon, j'ai fait des tests un jour dans le IUT à Grenoble. Et avec 16 pneus, avec 4,2 chevaux, avec 4,2 chevaux qui sont crevés dessous le Tour Eiffel, je peux porter le Tour Eiffel avec 4,2 chevaux. Alors ça fait quel poids ça? Il peut prendre un pneu rempli avec que le gravier, que ça. Il peut prendre 70 tonnes. Bon, c'était juste pour... Moi, je ne peux même pas imaginer c'est quoi. Mais avec un jour, je suis tombé sur le poids de Tour Eiffel. Je dis, bon, moi, je vais calculer ça. C'est ça le... Pour dire, ça, c'est pas le problème. Au contraire. Après, il se porte sur quoi? Et ça, tu dois savoir combien. Ici, c'est assez sableuse. Bon, il y a une table par Google. Tu dois dire, OK, c'est ça, il peut porter par centimètre carré, ça s'appelle comme ça. Je sais la surface de mon pneu et je sais le poids de mon bâtiment. Ça veut dire, ça va bien. Et je peux faire sur un pneu 7 bâtiments comme ça. Si on peut, hein, mais bon. On peut juste faire pour une dire, ça, c'est pas la peine. C'est parce que tu ne peux pas acheter. Et il n'y a pas une usine qui produit de pneus juste pour la formation. Et où est-ce que tu les récupères? Bon, ben, heureusement, bien sûr, encore chez le paysan. Il a la paille, il a le pneu parce que son talent, Et officiellement, aujourd'hui, chaque pneu, il a un passeport. Il peut suivre en Europe où le pneu est posé. Ben, ça, c'est une approche qui n'a rien à faire avec l'écologie. Parce que qu'est-ce qui s'est passé quelques années passées en Espagne? Ils stockent tous les pneus de l'Espagne à un endroit à côté de Madrid. Et un jour, ça a pris feu. C'est un feu de 3 semaines qui a produit CO2, bon, peut-être pour le reste de 10 ans. Et en France, on les stocke où? Et en France, on les stocke où, les pneus? Bon, en France, parce que c'est une décision européenne. Il y en a des choses bien, mais aussi des choses stupides, qu'on décide ça pour toute l'Europe. Mais oui, on va stocker central. On ne peut rien faire avec ça. Il faut juste attendre qu'il se décompose. C'est illégal si un garagiste me donne un pneu que j'utilise pour le reste de la vie. Là. Et il est illégal de construire aussi de cette manière non. Au niveau professionnel, parce que, toujours. En France, bon, les Français, ils ne croient pas, mais c'est le pays le plus libre au niveau de construction. Ça peut surprendre certains. Je ne dis pas dans le monde parce que je n'ai pas construit dans n'importe quel pays, mais dans tous les pays que j'ai construits, il y a des réglementations. Par exemple, en Espagne, j'ai besoin de 2 architectes pour construire. En France, dans le chapeau d'autoconstructeur, jusqu'à 150 mètres carrés, ça suffit pour une famille de presque 10 enfants, hein, pour moi dire ça suffit. Tu n'as pas besoin d'un architecte. Tu n'as pas besoin, pour dire avec la demande de permis de construire, je construis avec le bout de paille. Je n'ai plus besoin à dire la fondation en pneu. Parce que c'est ton propre responsabilité. Génial, merci la France, ça existe encore. Heureusement. Parce qu'on va manger là et un jour, il va produire la bout de paille standardisée dans une usine centralisée. Et c'est pas une blague, parce qu'ils sont déjà posés ou sérieusement discutés en Autriche. Bon, finalement, chaque bout, un tampon. C'est stupide, ils sont à côté. Hein? Transport. Qui créait plus de CO2, et ça, on doit éviter. Ça veut dire l'approche dans la société. Créer transport, standardiser, interdire mur porteur, c'est stupide. Et comment standardiser une botte de paille? Comment standardiser une botte de paille? Non, on ne standardise pas. Tu dois que savoir. La botte, moi j'ai standardisé ma botte de paille, mais c'est pour la raison qu'une personne peut manipuler. Parce que la botte de paille en France, ou pour un paysan, c'est 1 mètre. Parce que c'est pour le transport. Ça veut dire 3 bottes dans le rang sur
le maximum de comment ça s'appelle ce truc derrière la voiture. Remorque. Ok. Ouais. Tu sais, c'est ça. Mais pour nous, j'ai sectionné un mur et je travaille avec des bottes que de 65. Okay. C'est une personne comme toi, comme moi, je 65 suis petite, de longueur. De largeur. De longueur, oui. Voilà, ok. Ouais, parce que ça, et la largeur c'est standardisé dans le monde. Tous les canaux de presse, ils sont les mêmes. Ouais. Tu peux régler la densité, le poids. Et ça, j'ai standardisé 65 longueur, 10 kg de pèse, le poids. Et ça, c'est de densité. Et ça, c'est parfait comme porteur. Ouais. Dans ce sens, je standardise, mais je fais moi-même. Je fais le plus local que possible des bottes, pour minimaliser le transport. Sur ce chantier, elles viennent d'où les bottes? D'un paysan dans le coin. Ok, c'est sûr. Et la terre? Et la terre, il ne vient pas d'ici, parce que j'ai fait un test et ça, il n'est pas assez argileuse. Oui, trop sableuse. C'est ça, oui. Vous avez pris de la terre d'Alsace ou... Bon, j'ai dit, tu te renseignes un terrassier du coin, et un jour, il tombe sur un tas d'argile, et pour lui, c'est déchet, il doit transporter, et tu donnes tu dis, bon, passe ici, tu jettes, et un camion, ça suffit pour un bâtiment. Tu sais, c'est réglé comme ça. Mais dans cette histoire, quand j'étais grandi un peu dans le classique, moi j'ai fait le mur, mais le reste c'est pas cohérent avec le botte. Et là j'ai dit bon, on peut faire autrement, ça et ça, et petit à petit j'ai développé toute l'approche de A à Z, de fondation jusqu'à le toit. Et ça, aussi dans la forme, j'ai standardisé dans la forme hexagonale, pour des raisons que bon, c'est ça, comme le standard. Et ici, c'est le prochain mur. Cet angle, avec un hexagone, il est à l'intérieur 60 degrés. Ça veut dire qu'il créait un triangle, ici, à l'intérieur, équilatéral. Et équilatéral, c'est un triangle très costaud. Et avec ça, si le bâtiment est rond, ça c'est le top. Mais c'est difficile à construire et standardiser à faire la compression. Ça veut dire, moi j'ai pris la forme qui est le plus proche et je profite quand même par cet angle, le maximum de contreventement. Et c'est ça pour moi, c'est pas moi qui ai inventé, mais je suis tombé là-dessus. Par la simple compression des bottes de paille et de la forme, on arrive à un contreventement avec cette structure. On maximalise. Parce que qu'est-ce que j'ai fait avec ça? C'est un modèle, c'est exact ce qu'on fait ici. Ça me donne 5 bottes avec cette taille en surface, comme ici, de 25 mètres carrés. Et si j'ai besoin de plus, je fais un à côté, comme ici, ou 3 ou 4, comme tu veux. Et comme c'est un hexagone, ça et ça c'est parfait pour joindre. Et ça c'est flexible dans la forme. C'est pour ça que ça s'appelle flexagone. Bon, je pose la botte. Ça s'appelle un montant, qui est un 3x4. Ça c'est le mot-clé de cette forme de construction, le flexagone. C'est que ça, parce que celui-là, il fait la compression et il tient, et compression, créer mur porteur. Bon, je pose une botte, et la distance entre deux montants, c'est 5 cm moins que la longueur de botte. Ça veut dire c'est 60. Je pose diagonale, je prends un bâton, ici, à chaque côté, une personne qui monte jusqu'il est horizontal, et là, j'enlève ça, et là, il descend. À ce moment-là, la compression qui la presse est faite, ici tu vas retenir, qui est faite, ça veut dire l'énergie qu'elle a dedans, il a encore extra compressé. Et le moment où je coupe la ficelle, il fait plouf. Ça veut dire qu'il compresse contre celui-là. Celui-là compresse contre ça. Ça veut dire le autour est sous tension. Et je dis, un botte dans le total de mur, c'est comme une cellule sous tension. CST. Et en anglais,
c'est Cell Under Tension. C-U-T. Cut. Ok. Et cut, en anglais, c'est couper. Ça veut dire que tu coupes la ficelle et la technique s'appelle cut. C'est ça la base. Après, je prends 2 lithots. Celui-là, c'est taille 3 par 4 à chaque côté. Bon, on va faire un peu plus de bottes. On fait ici une botte. Bon, on commence toujours avec une botte à côté du triangle. Et par exemple, ici vient un vitre jusqu'au bout. Ça veut dire que je ne pose pas une botte et je fais à chaque côté un litho. Et avec le même, c'est celui-là, dans la réalité. Il y a un trou, je pose là, je visse, et à ce moment-là, je monte comme un levier et compresse celui-là. Et tu peux faire une pression, tu ne crois pas. Il n'y a aucune machine qui peut faire plus. Parce que donc en soulevant, à ce moment-là, tu vas visser le litho. Oui, voilà. Ça, je tiens la compression que j'ai fait. Ça, c'est tout. Et je fais partout. Donc le travail de compression est totalement manuel. Ouais, et tout le reste c'est manuel, voilà. Pas en machine. Je peux faire de compression énorme. Ça. Et à ce moment-là, tu te souviens le paysan en Nebraska, il fait le même, mais ici, à la fin. Oui. Et moi, je fais ça chaque rang de botte. Donc c'est encore plus ça veut dire c'est très costaud. Je peux ce mur, si je fais le mur plat, ici par exemple, je peux balader dessus. Ça veut dire les bottes latérales, ils sont très costauds en plus. Et parce qu'ils poussent dans tous les sens, il ne peut plus sortir, mais il aide pour toute la structure avec le contreventement. Parce que ce mur-là, avec un mur ici, il voudrait, avec le vent, il voudrait déformer dans ce sens. Mais parce que j'ai cette botte là-dedans, il ne peut plus. Okay. Et en plus, s'il pousse dans ce sens, c'est impossible que le total il va bouger. Okay. Ça veut dire, ma botte, il créait un mur porteur, il créait le meilleur isolant, et il aide pour le contreventement. Bon, il n'y en a aucune technique dans le monde, je l'ose dire, qui fait ça. Et s'il y en a même, il s'appelle ça règle pro, ça veut dire si tu es amateur, tu as besoin de l'aide de quelqu'un qui a fait le calcul, mais c'est interdit pour construire avec un bout de paille en France un mur porteur. Alors dis-nous pourquoi. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu penses? Moi, qu'est-ce que j'en pense? Oui, voilà. Parce que quelqu'un qui voudrait comme métier construire, qu'est-ce qu'il a besoin pour donner comme garantie? Les assurances. Une garantie décennale. Ouais. Moi, j'ai dit, après 10 ans, la maison plupart va donner le problème. Mais bon, c'est que pour 10 ans. Et pour les 10 ans, tu dois suivre une réglementation sur ce produit. Ça s'appelle un DTU. Et là, ils sont créés, je ne sais pas pourquoi, pour limiter la construction avec la paille, botte paille en France. Et en plus, c'est l'organisation qui dit, je représente au niveau France, la construction botte paille. Bon, moi, j'ai rien compris de ça. On parle du RFCP. Et c'est pour ça que j'ai sorti. Le réseau français de construction de paille. Ouais. Okay. Ouais. Ça veut dire qu'il n'a aucun... bon, c'est plus par le charpentier qui continue avec son travail, parce que ça, c'est tout le bois. Il ne fait pas ça, il fait autrement que comme charpentier. Mais on parle construire avec la paille, pas construire avec le bois. Et c'est interdit. Ça veut dire aujourd'hui, on peut seulement utiliser la botte de paille entre une ossature bois classique, comme isolant. Ouais. Ok. Ouais. Et est-ce qu'il est possible d'utiliser cette technique en rénovation? Oui. Oui, ça c'est bon. Mais bon, j'ai encore un mot là-dessus pour dire, tu sais, et peut-être un jour, et ça, je voulais dire en France, heureusement, il existe juridiquement aussi, un autoconstructeur, il est juridiquement protégé. Il peut construire comme il veut. Oui. Et avec eux, j'aide, je suis formateur et j'explique cette technique.
Et si lui, il est dedans, on construit mur porteur en France, professionnel, tout testé, hein, c'est pas le problème. Eux, ils n'ont jamais fait de tests. Ils ont pris le test en Allemagne. Et là, non plus, mur porteur. Je ne comprends pas. Et ici, il y a déjà eu des tests sur cette construction officielle? Oui, officielle, et en Belgique et en France, dans le IUT de Grenoble. Bon, c'est un laboratoire français. Hein? Et le résultat, c'est public. Et ça, c'est au sujet donc, du pneu qui soutient 70 tonnes, mais aussi de la technique CST, qui contrevente et la capacité d'isolation. Il y a eu des tests pour chacune de ces procédures, et pourtant, c'est toujours pas dans les réglementations professionnelles. Non, ils ne voudraient pas. Ni ils dans les DTU. Ils n'ont jamais même demandé. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que dans l'époque, moi, je suis le pionnier de compagnons en plus. Mais ils sont en secret, je ne sais pas. Mais tout à coup, le règle pro est là, et ma technique n'était pas là-dedans. Et ils me promis, ou ils m'ont dit, 3 personnes dans ce groupe qui représentent le CST. Et le moment où il sort, il n'était pas là. Bon, bref, je ne voulais pas être là-dedans, non plus avec un avocat, je m'en fous. Moi, j'ai dit, je continue. Et bon, les preuves, où, tu sais, finalement, qu'est-ce qu'on a besoin? Que chacun peut construire. Moi, je dis, c'est un truc de base, un toit, c'est un droit. Ça veut dire que ça doit être accessible pour tout le monde. Et avec cette manière, avec des bénévoles, sur un chantier de 3 semaines, on fait un échange, pas d'argent. C'est un échange de qualité de quelqu'un. Ça veut dire il a 2 mains, hein, et on construit plus part avec la main, tout ça. On pose l'enduit, pareil, à la main. Hein. Et ça, on peut créer un autre monde, mais je dis oui, parce que c'est moins basé sur l'argent et un certain produit qui est standardisé, tout ça. Et, parce que le moment où nous sommes nés, et des siècles où l'humanité existe, toujours on a construit nous-mêmes. Pourquoi aujourd'hui c'est interdit pour faire un mur porteur? Est-ce que c'est pas du coup une bonne conclusion, le fait que ça ne puisse pas être fait de manière professionnelle et qu'on soit obligé de le faire en autoconstruction? Non, mais c'est quoi un professionnel? Un professionnel, c'est quelqu'un qui connaît la paille. Bon. Est-ce que j'ai demandé un jour à un charpentier qui prend un week-end, un stage, et après, tampon, règle pro. Et il peut construire avec. Et j'ai dit, mais pour devenir charpentier, c'était combien de week-ends? 5 ans. Ah, il faut construire avec ça. Tu peux apprendre ça dans le week-end? Mais ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne construit pas. Il construit avec le bois. Comme exemple, un charpentier, il me demande, Tom, c'est quoi là? Je dis, non, mais c'est rien. C'est pas un 3 par 4 parce que c'est celui-là, mais celui-là, il a un 3 par 5. Au début, c'était un 3 par 15, après par 10, après par 7,5, et maintenant, j'arrête. Parce qu'il a une limite, sinon je ne peux pas viser là-dedans. Parce qu'il n'est pas porteur. Un charpentier qui dit, ou un ingénieur pareil, ça c'est le porteur. Non, c'est horizontal le porteur. Celui-là est que pour ce vis dans la baguette. C'est que ça. Par exemple, j'ai fait un calcul. Hein. Le test, il a prouvé que cette taille peut plus prendre que la taille dans la règle pro, 20 cm. 20 cm, c'est un pont thermique. Et ici, on est en isolant. Pont thermique, c'est obligatoire. Parce que on calcule le porteur d'être de montant par son épaisseur et son largeur. Parce qu'à un moment, il va flasher par la compression ici. Cette longueur, c'est par exemple, comme standard mur, 2,50 m. Bon, peut-être il peut prendre 1,5 tonne. Okay. Ici, la longueur à 2, c'est pas 2,50, mais c'est 50. Chaque fois, ici, avec ça compressé, un vis là, tout d'un coup, c'est que ce parti, que ce parti, que ce parti. Là, il double, il triple son qualité, il peut prendre 5 tonnes. Et il est plus mince. Oui, parce que
compression, tension. C'est ça le principe. Et quel est l'atout de réduire la quantité de bois dans une construction En plus, bon, par sa forme. Hein? Oui. Triangle. Oui. C'est pas un bois complet, non. C'est 2 planches, 3 cm. Ouais. Tous dans le mur, 3 cm. Soubassement. Sur le pneu. J'ouvre. Peut-être que tu m'aides. Bon. Alors, on a un très beau modèle. Non. Normalement, il a à la fin ici, ça veut dire, ça c'est le comportement. Normalement, il a un bois complet. C'est cher. Donc le prix. Ici, 3 planches de fente, par 3. Mais sa forme qui prend la charge. C'est comme il a un entier, le bois. Ça veut dire c'est 4 fois moins de bois que j'utilise. Et en plus, tu peux isoler parce qu'il est creuse. Bon. Avec quoi vous isolez du coup les fondations? Bon, je viens juste d'un chantier de l'Haute-Garonne. C'est la région de fruits. Et le fruitier, tu sais, ils sont protégés avec un filet. Oui. Filet, ouais. Et après quelques années, ils mangent les oiseaux. Et bon, ils jettent. Bon. Ça, je remplis ça avec le jet le filet qui est de fruitier. Bon. Parce que c'est quoi isolation thermique? C'est en petite échelle à emprisonner l'air qui ne peut plus circuler. Bon, si tu as un filet, tu fais comme ça, il a quand même une petite poche air isolant. C'est tout, gratuite, là, dedans. Tu sais? Et là, ça, aucun souci à en demander à des producteurs de fruits, on peut facilement en récupérer partout en France. Ils étaient heureux, sinon ils doivent payer pour à la déchetterie. Et dans l'actualité, on se retrouve avec des problèmes d'approvisionnement dans la construction. Est-ce que vous avez ce souci avec ce type de bâtiment? Bon, le seuil, bon, nous sommes quand même maintenant dans les Vosges. J'ai senti, le Syrie, c'est pas trop de problème. Normalement, mais aujourd'hui, après Corona, c'est longtemps pour la demande pour fournir. Mais ici, c'est pas mal. Bon, la paille, bon, Mathieu, partout. Les paysans à côté. Moi, je dis, aujourd'hui, avec toutes les subventions de l'Europe pour les paysans, si il va produire ma propre botte dans la bonne taille et poids, moi, je paye le double pour la paille. Parce que par le transport, tout le monde gagne. Et lui aussi, il a son propre produit et il fait un bon prix. Tu sais, et on peut construire régional. J'ai dit de moment, dans une vallée, j'ai une petite vallée dans l'Ariège où j'ai construit, et j'ai dit, dans cette vallée, je trouve tous les ingrédients pour construire. On n'a pas besoin de le dehors, tu sais, comme dans l'époque. Et qui a prouvé que le mur porteur, c'est le meilleur dans ce style? Nebraska. Parce que le plus ancien bâtiment, qui sont plus que 100 ans, c'est en Nebraska, style Nebraska, qui est aujourd'hui interdit. Ce n'est pas une garantie décennale, une garantie centennale, j'ai dit. Je comprends pas. Mais c'est la technique Nebraska, qui est la technique paille porteuse qui a été créée en Amérique. Voilà. Et donc qui a l'inspiration de toutes nos constructions actuelles. Là, c'est une technique qui est semi-porteur. Et en France, on peut seulement construire légalement, en tant que professionnel, en non-porteur. Non-porteur. Bon, je dis, c'est pas un mur, parce qu'il doit porter. Et si tu fais ça avec le bois et avec le bois, bon, il a des produits mieux que la paille. Moi, je me demande, j'ai dit un jour d'un fonctionnaire, tu sais, pour le permis, pourquoi tu ne demandes pas quelqu'un qui vienne avec un permis? Pourquoi tu ne construis pas avec un bout de paille et la terre? Parce que ça, c'est un avantage pour toute la société. Si on fait un calcul au niveau CO2 et tout ça, incroyable, je ne comprends pas. Dans un hexagone, tous les murs ont la même longueur. Et tu reproduis. Hein, ici, sur le chantier, s'ils sont faits avec une petite équipe, une fois toutes que les étapes de mur, il peut continuer. Avec cette approche, tu peux penser, parce que la saison est assez courte, hein, mai, septembre, octobre. Et tout le monde voudrait démarrer le premier et à la fin, il voudrait entrer avant l'hiver. C'est pas possible. Et en plus, le chantier, avec la pression et tout ça, on peut faire autrement, petit à petit.
Tu ne vas pas faire une banque, un prêt pour tous dans un seul coup. Non. Tu ne vas pas plus vite que ton porte-monnaie épargné. Par exemple, pour 125 ou 150 euros, tu vas dans un hangar qui a tous les ingrédients, quelqu'un qui connaît le truc, et qui te montre comment faire un mur. Et là, tu vas faire ton propre mur quand tu as 150 euros. Même si tu n'as pas encore un terrain, tu peux déjà construire ta maison. Bon, au niveau de mur. Donc ça, c'est une version préfabriquée. C'est pas ce qu'on a dans ce modèle. Non, on ne fait pas ici, mais on fait Mais c'est une possibilité de le préfabriquer tout simplement dans un grand hangar, progressivement en fonction de ses moyens. Et tu stockes, et le moment où tu as un terrain ou tu as l'argent pour le toit et pour le sol. On plie la tente. On déplie. Ok. Et là, tu peux travailler avec n'importe qui, mais ce n'est pas que le couple qui fait après 2 ans, ils sont marres de ça. Et là, tu fais dans ton propre rythme. Bon, c'est ça, une raison écrite ici. Construire à son rythme. Voilà, avec le petit vélo qui raconte l'histoire de départ. Et ça qui transporte, que j'ai fait un jour, mais bon. Et en plus, on n'a plus besoin. Où cet hangar, c'est la banque d'épargne de murs en bois de paille. Et ça, c'est le même système. Ça veut dire, on n'a plus besoin de la banque, mais c'est nous, entre nous aussi, qui créons la banque d'épargne. Et là, à mon avis, si on va faire avec cette approche, on se décroche sur ce niveau-là de société d'aujourd'hui, mais on crée entre nous, je pense, une société qui est beaucoup plus basée sur chacun sa qualité. Tout le monde peut aider ici. Hein. On n'a pas besoin d'un professionnel. Sur un chantier participatif. Donc ça, c'est sur cette version, on a pendant 3 semaines des bénévoles qui viennent aider et apprendre. Donc c'est une première version de la formation. Et vous proposez une autre version où c'est en préfabrication dans un hangar. Et on fait dans un propre rythme, parce qu'on peut préfabriquer dans un hangar, et on utilise la matos qui vient des paysans à côté, et la terre plupart aussi que de l'endroit. Et ça, c'est les ingrédients de base. Et là, on soude et on utilise tout ce qu'il y a autour. Ça veut dire que c'est un principe de permaculture. Et c'est pour ça que, tu sais, l'environnement, le tout autour de toi, c'est une partie de l'environnement. Et c'est pareil avec la maison. Tu as un pot, un deuxième pot autour, un troisième. Et ça, c'est le moment que j'appelle ça de permaconstruction. Parce qu'avec le même principe, on utilise les plantes dans notre mélange pour renforcer la terre, par exemple, pour faire une couche assez épais, plein de choses. On protège, pour étanchifier mon mur, j'utilise une plante. Et pas un enduit ou la chaux. Non, la chaux, il ferme. Bon, il respire quand même, mais il ferme, si je compare avec la terre, n'utilise pas. La chaux est chauffée, tu dois acheter. Pour moi, la chaux, ce n'est pas écologique, parce qu'il a un représentant qui peut faire mieux. Et ce n'est pas standardisé dans une usine, tu sais. C'est ça l'approche. Est-ce que ça tient à long terme des enduits à la terre en extérieur? Ah oui, mais j'ai fait que ça. Et ça fait plusieurs années, c'est OK. Oui. S'il y a un problème, bon, un jour, j'ai utilisé au début un produit. Et le gars, le fournisseur, il a changé le produit sans dire. Ça veut dire quel type de produit tout le enduit terre s'est tombé. On a tout refait. Et j'ai développé une nouvelle approche avec bio-de-lin et jaune d'œuf. Ça en finition sur l'enduit de terre? Je fais dans la finition. Je mélange le tout ensemble. C'est une ancienne technique qui s'appelle le tempera dans la peinture. Et à ce moment-là, on travaille pour un atelier de peinture, un peintre. Et elle m'a expliqué ça. J'ai dit, bon, on va essayer ici. Elle est d'accord, on l'a fait, et ça tient. Et depuis ce moment-là, bon, il y en a d'autres techniques. Par exemple, mais est-ce que j'ai une photo de ça? Pour dire, j'utilise par exemple augier, comme ici. Ah oui. Ici. Tu sais, ici c'est le bas des murs, ça c'est en rouge comme celui-là, c'est le sous-bassement. Et ici c'est le côté exposé de la pluie. Ça veut dire le parti bas, je protège avec augier.
Je colle dans la couche de corps et quand c'est sec, je lave. Et c'est de gouttière verticale. Ça veut dire l'eau qui arrive, plouf, il tombe tout de suite là-bas. Il n'a pas le temps pour bouffer ma couche. Hein. C'est un peu le principe. Et dans ce sens, tu utilises d'autres matos. Hein, comme j'ai dit, un grimpeur qui reste vert toute l'année. Et il créait un tampon entre les feuillages et les murs. Et c'est une isolation gratuite. Et ça veut dire ils ont fait un calcul là-dessus. Ils ont expérimenté en Allemagne et tu chauffes 1 degré moins à l'intérieur. Juste pour utiliser une plante qui est là, qui aime à grimper. Tu sais, et là c'est permaconstruction, tu sais. Et moi j'ai dit, avant tu vas construire, tu plantes déjà ton grimpeur. Tu sais, avant, et si le mur est là, tu plantes là-dessus et tout go, il est là. Pareil pour le toit. Tu vas produire déjà à côté quelle plante ici aime pour être sur le toit. Réfléchir à l'ensemble de ce qu'il y a autour de la maison pour protéger du soleil, avant tout, pour que le bâtiment interagisse avec l'environnement. Merci Tom. Avec plaisir, parce qu'on a besoin de, pour passer le mot. Et on se retrouve pour un prochain reportage Parlons Low Tech et à bientôt.